Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à Evelyne Redva Peraya. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors c'est votre Alia Story. Avant de tout nous raconter, musique. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors vous êtes en Israël depuis très longtemps, on va dire ça comme ça. Vous êtes arrivé en 1974 alors que rien ne prédestinait à votre arrivée. Non, je voulais absolument pas venir en Israël. Mes deux frères avaient déjà fait leur Alia et moi j'ai dit aux copains, non, vous inquiétez pas, je reste ici, enfin ici ça veut dire à Paris, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi, vous n'avez pas de problème. Oui, parce que vous étiez au ZEI, vous étiez aussi dans une école juive à Yavne, vous aviez eu votre bac là-bas, donc pourtant vous auriez pu être poussé, tenté par l'Alia, mais non, ça vous disait rien. Ah non, mais c'était en arrière-pensée, mais je me suis dit, je vais étudier en France, je vais me marier, on verra un jour. Et puis arrivait la guerre du Kippour. Et là, ça a tout chamboulé parce que mon frère, qui est juste au-dessus de moi, était soldat dans le Sinaï. Et on a vraiment galéré. Parce que être à Paris quand un frère est à la guerre. Et puis il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de téléphone portable. Oui, mais de toute façon, lui, il était sur le front. D'accord. Donc, il ne pouvait pas... Mais un jour, à un certain moment, on n'avait plus aucune nouvelle. Vraiment, c'était... Pendant combien de temps ? Je ne sais pas combien de temps, mais je me rappelle qu'on avait... Il y avait un journaliste du Monde qui avait trouvé quelqu'un qui parlait français, donc il avait parlé avec mon frère. Et puis, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Alors, ça veut dire quoi quand tout s'arrête ? C'est pas une bonne chose. Et on sortait de la maison et le monde continuait à marcher normalement. Comme si de rien n'était. Alors que vous, votre esprit était... Alors que dans la maison, c'était vraiment une... Vous ne pensiez qu'à ça. Ah oui, c'était dingue. Comment on s'informait à l'époque de ce qui se passait ? On était branchés juste sur la radio Sur la radio. Maintenant, la radio, c'est de la propagande. Et du côté israélien et du côté égyptien, c'était de la propagande. Et la France n'est pas tellement objective, déjà à l'époque. Et donc, vous arriviez à capter en grande onde. Rien. En grande onde, vous captiez, mais vous ne comprenez rien. On ne comprenait rien. On comprenait que c'était encerclé, les Israéliens étaient encerclés, les Égyptiens étaient encerclés, les Israéliens encerclaient le cercle, etc. Tout le monde s'encerclait, tout le monde. Mais vous ne saviez pas ce qui se passait. On ne comprenait rien du tout. Donc c'est ça qui vous a déclenché, le fait d'être loin. Vous vous êtes dit, c'est plus possible, je ne peux pas ? Eh ben, je me suis dit, eux, ils se font tuer pour que nous, on vive pépère à Paris, c'est impossible. Et donc... tout de suite, l'été, j'ai fait mon Alia. C'était l'année de votre bac ? Ouais, l'année des grandes décisions en général. C'est vrai ? Oui, peut-être, oui. Enfin, mais c'était surtout la guerre. Et alors, le triste de l'histoire, c'est que ce même frère, maintenant, habite aux États-Unis. Je suis venue à cause de lui. Vous êtes venu à cause de lui est parti et vous êtes resté. Voilà. Alors bon... Mais c'est à cause du traumatisme de la guerre aussi. Qu'il est parti. Ouais. C'était trop dur. Ouais. Mm-hmm. Alors, vous avez commencé, donc comme tout le monde, à venir ici. Vous parliez hébreu grâce à l'école Yavne. Yavne, oui, mais surtout, je prenais des cours le soir. Ma mère était responsable d'organiser les cours d'hébreu le soir. Donc, je prenais des cours le soir et je suis arrivée ici, j'avais le niveau... Quand vous preniez les cours de soir, vous aviez déjà le projet de l'Alia ? C'était après la guerre ? C'était comment ? Je ne me rappelle plus très bien, mais de savoir l'hébreu, ma mère était très, très sioniste. Et elle enseignait tout le temps l'hébreu, donc c'était normal qu'on sache l'hébreu. D'accord, donc ça faisait vraiment partie de la culture familiale. Oui, il fallait savoir l'hébreu. Il fallait savoir l'hébreu. Et je suis arrivée ici en Kita Dalet, dans l'Ulpan. Donc super niveau. Ouais. Vous saviez lire et écrire, parler aussi ? Oui. D'accord, donc vous avez pu rentrer directement à l'université sans faire de maîtrise, hein ? Alors j'ai fait l'Ulpan Kites, et l'Ulpan Kites, c'est... L'Ulpan d'été de l'université de Jérusalem. Voilà, c'est 2 mois et demi. Ok. Et quand on est en Kita Dalet, si on réussit l'examen, alors on rentre directement à la fac, et si on le rate, on fait une mechina. D'accord. Donc c'est la classe moitié-moitié, quoi. Il y en a 2 qui ont réussi à passer à la fac, dont moi. Et la prof qui vient de me dire, c'est vache quand même que tu sois passé, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont meilleur niveau. Et qui ne sont pas là. J'ai beaucoup apprécié.
Mais bon, enfin, c'est pas grave, vous avez quand même tiré votre épingle du jeu. Oui, non, mais quand je suis arrivée à la fac, je n'ai absolument rien compris. Parce que je savais l'hébreu pour aller à la Macolette, mais pas l'hébreu universitaire. Comment on fait? On pleure, on se désespère. On fait comment pour sortir de ça, d'arriver à la fac et de vivre en hébreu comme ça tout d'un coup et de rien comprendre? C'est dur, non? C'est très très dur, mais j'ai toujours aimé les langues, je suis très bonne en langue. Et donc, depuis la troisième, je me suis dit qu'il fallait que je sache l'anglais. Donc, j'avais commencé à lire des Agatha Christie en anglais. Oui, bravo. Et donc, et tous les cours, bon, il y a les cours, mais tous les livres sont en anglais. Donc, j'ai tout lu en anglais. Donc ça vous a aidé. Ça m'a ça sauvé. Ça vous a sauvé. Vous avez étudié quoi? Relations internationales. Vous avez terminé? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors, quand je commence, je termine. Je suis têtue à ce qui paraît. Alors, est-ce que vous avez réussi à l'époque, avec un diplôme comme ça, de sciences humaines, de trouver du travail? Parce que ça, c'est important aussi, quand on est seul en Israël, de pouvoir manger et travailler. Alors, la dernière année de mes études, j'ai compris que relations internationales, ça ne me donnerait rien. C'était très, très, très intéressant. Mais mes parents avaient un copain qui a été ministre plénipotentiaire à Paris. Et donc, on avait été le voir. Et ils l'ont dit, pour une fille, non. Pas le ministère des Affaires étrangères. Parce que il faut pas être enceinte pendant 5 ans, et c'est compliqué, etc. On prend pas les filles. Alors, ok, j'ai compris. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Vous voulez être diplomate? C'est pour ça que vous avez fait des études de relations internationales? Je ne sais pas ce que je voulais, mais j'adore l'histoire et j'adore les relations internationales. C'est vraiment... Mais finalement, vous avez changé de voie. Contrainte et forcée. Alors, j'ai changé de voix et c'est très marrant comment j'ai changé de voix. Comme tout ce qui est arrivé en Israël, tout est marrant. Vous connaissez le Machon Hadassah, où on réoriente, etc. Donc, j'étais là-bas et je leur ai demandé, qu'est-ce que je peux apprendre qui me donne un métier? C'était la question. Elle m'a dit, il y a 2 choses. Anna la Trejbonot, soit la comptabilité, soit Marchevim, soit informatique. La comptabilité, je me suis dit, oh non, les chiffres, non. Et Marchevim, et je le dis exprès en hébreu, informatique, qu'est-ce que c'est? Elle m'explique, je comprends rien. Elle dit, c'est pas grave, inscrivez-moi, je rentre à la maison, je regarde le dictionnaire pour savoir dans quoi je me suis inscrite. C'est comme ça que vous avez changé de voie? C'est comme ça que j'ai changé de voie. Ah ouais, c'est rigolo. Bon, ça a duré combien de temps Alors j'ai fait un cours pendant 1 an, un cours de soir, 3 fois par semaine. Et puis après, j'ai trouvé le premier travail dans un café. Un café? Vous faisiez quoi? Ah non, je prenais un pot. Mais ici, c'est le pays des miracles, faut pas trop chercher. Alors, vous preniez un café ou vous preniez un pot et il y a quelqu'un qui vous branche. Voilà, j'avais fait un examen pour entrer au Bitoach Leumi. Okay. Et il y avait un gars qui dit, tu veux prendre un pot? Un Israélien, je ne sais pas. Donc, faites draguer, tout simplement. Ouais, je dis, bon, allez, d'accord, on prend un pot. Allons-y. Il venait aussi de passer l'examen. Alors, on parle de l'examen, tu penses que tu as réussi, Il y a un gars à côté de la table qui se lève, il nous dit, vous cherchez du travail? Ah bah oui, on cherche du travail. Dans l'informatique? Ah bah oui, dans l'informatique. Eh ben voilà, j'ai un travail pour vous. Pour tous les 2? Non, un des 2. Un des 2. Alors il dit, le gars, je dis, le gars c'est plus... Ok, je lui laisse un truc. Le matin, c'est vraiment être informatique, et l'après-midi, c'est travailler avec des enfants. Bon, à Keren, il y a le dénou. Et moi, quand on venait des EI, je me suis dit... Ça vous branchait, ouais. Et le gars, là, lui, il voulait que l'informatique. Alors je dis, bon, ok, d'accord, quand est-ce qu'on commence? Demain. D'accord. Et voilà. Ça a été votre premier job, c'est ça qui vous a donné l'expérience et qui vous a mis le pied à l'étrier. Incroyable. Ça n'arrive qu'ici. Donc après, vous avez enchaîné sur d'autres postes, vous avez travaillé au ministère de l'Habitat. Après, je me suis mariée. D'ailleurs, j'ai rencontré mon mari là-bas, à Keren Yaldeno. Et c'était impossible de travailler tant d'heures. Je veux dire, c'était de 9h à 7h du soir. C'était dingue. Alors oui, après j'ai commencé à travailler à l'université, après dans le ministère de l'Habitat pendant 4 ans, après à l'université à Touraine.
Et lui, mon ex me dit, ben écoute, lui, il est rentré à la police, et qu'est-ce que tu en penses de rentrer à la police? Votre mari, enfin, qui est aujourd'hui votre ex-mari, mais il vous a proposé de rentrer à la police. Oui, parce que lui, il était rentré depuis 6 mois. Et moi, je me suis dit, la police, c'est pas terrible. Non, ceux qui ont fait... Enfin, j'ai pas fait mai 68, évidemment, j'étais jeune, mais... il y avait quand même un truc de... C'était dur de penser à la police. Non, la police... Puis je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est le service informatique, ça va, je vais pas mettre les gens en prison. Alors, Quoique non, j'ai presque mis personne en prison. Ben oui, parce que forcément, aujourd'hui, les voleurs des temps modernes, on les coince avec des ingénieurs en informatique. Ok. Ouais. Et alors là, j'ai eu une carrière absolument... Incroyable. Parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes aujourd'hui à la retraitée de la police, mais vous avez fini votre carrière en tant que commandante, gradée, etc. C'est pas tout le monde. En plus, une femme, c'est assez rare, on va dire ça comme ça. Oui, mais enfin, c'est le service informatique. C'est le service informatique. D'accord, mais c'est rare quand même, on le précise. Alors, vous avez fait tous les postes et vous avez adoré bosser au sein de cet organisme. Alors, c'était très, très sympa parce que j'ai eu une chance... incroyable, absolument incroyable. D'abord, on a commencé avec les PC. Les PC, c'était tout nouveau dans la police. Donc, j'ai appris aux autres informaticiens comment se sert d'un PC. DOS, voilà. Après, on a commencé Internet. Alors, on m'a dit, tu veux pas être dans l'Internet? Développer le projet de l'Internet. Oui, j'étais responsable du site Internet de la police. Alors je dis oui, d'accord, mais enfin, vous me donnez un cours parce que je comprends pas très bien. Et vers la fin, alors j'étais carrément dans le GIS, ça veut dire Geographical Internet Interactive Service, voilà, système. Et c'est en fait les cartes comme on a Otherwise. On a des cartes. Alors là, on a des cartes aussi dans la police pour savoir où est chaque fourgon. La géolocalisation, en fait. Voilà. Donc, vous avez mis ça en place. En tout cas, vous avez géré. J'étais le chef de projet. Vous avez géré. Mais oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient plus spets là-dedans. Voilà. C'est quand même... Donc, vous avez appris toute votre vie. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était comment d'être une petite Française, je ne sais pas comment vous vous considérez, mais au milieu de tous ces écoutez, je vais raconter une histoire. Moi, j'adore les histoires. Ça bien. On était dans des bureaux, on n'était pas seuls dans des bureaux, évidemment. Et alors, il y avait un bureau qui s'appelait les Olim Khadashim. C'est-à-dire qu'il y avait une Russe, une Argentine, un Anglais et un Français, qui était aussi mon patron, un ancien de Strasbourg, un ancien de Strasbourg. Et alors, eux, ils étaient un grade au-dessus de moi. Donc, ils devaient écrire beaucoup de papiers. Donc, ils faisaient plein de fautes d'orthographe. Alors, ils avaient un tableau. Et chaque fois qu'ils hésitaient sur un mot, ils l'écrivaient. Il y avait une Israélienne, qui était leur copine, qui passait et qui leur disait non, mais ça s'écrit comme ça. J'adore, c'est pas vrai. C'est extraordinaire. Donc, les Israéliens très coopératifs quand même, quoi. Oui, alors les Israéliens, je les plains parce qu'à chaque alia, ils devaient apprendre une nouvelle langue. Oui, parce qu'il paraît que parfois, quand on écrit avec des fautes d'orthographe, même si pour nous, on arrive à relire, même s'il y a une faute, eux ne nous lisent pas. Bah non, pas du tout. Ils n'arrivent pas. Non, mais ça va, mais elle savait son rôle, c'était de corriger toutes les fautes. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et alors, avec Jean-Pierre, qui était donc mon patron de Strasbourg, on était une équipe qui donnait les services informatiques au haut commandement de la police, au QG de la police. Alors, c'est très intéressant d'être à côté du Mafcal. Et un jour, le Mafcal, il me téléphone, il me dit « Viens ». Je dis « Ok, mais j'ai pas mon uniforme. » L'uniforme, il était derrière la porte. Il me dit « C'est pas grave, tu viens immédiatement. » Ok, j'arrive. Quel est mon CISMA, comment dire en français? Mon code. Quel est mon code? Je le regarde. Comment tu veux que je sache quel est ton code? Alors, je dis, écoute, je sais pas. Et je vais réfléchir. Je redescends, je vais voir mon patron. Il me dit, c'est pas grave, on lui change son code et on lui donne. Ouais. Donc, vous l'avez changé, vous l'avez donné. Ouais. Alors, on a des tas d'histoires comme ça, surtout le QG de la police. C'est vraiment très, très intéressant. Ouais. Alors, il y a une sidra, justement, israélienne très connue, très rigolote, dont j'ai oublié le titre, mais vous me pardonnerez, qui parle de la police, qui met en scène les policiers. On les voit au commissariat, on les voit dans
leur quotidien. C'est assez marrant, je dois dire. Pas toujours très flatteur. Ah ouais, non. Il y a des policiers, vous connaissez la blague, pourquoi il y a deux policiers qui vont ensemble? Ben non, je ne connais pas la réponse. Eh ben, un pour lire et un pour écrire. Elle a de l'humour, notre commandante aujourd'hui. Bon, si c'était à refaire, vous referiez la même chose, une carrière dans la police? C'est à conseiller à ceux qui arrivent? Ah, tout à fait. Ça donne des avantages pour une femme, notamment? D'abord, c'est stable. Deuxièmement, quand on accouche ou quand on est malade, etc., comme c'est un grand gouffre, comme on dit ça, une grande organisation, il y a beaucoup d'avantages. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Ouais. Et puis c'est intéressant en fait. C'est-à-dire que ça dépend de la personne elle-même, quoi. Si la personne elle veut rester devant son ordinateur, à pas bouger, etc., bon bah pas très intéressant. Mais ça c'est une organisation assez dynamique malgré sa grandeur. On peut faire beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses. Ah oui, c'est-à-dire que disons que dans le privé, dans l'informatique, dans le privé. La boîte dans laquelle on travaille s'occupe d'une chose, des finances, de sites. D'accord. Tandis que la police, c'est tout. C'est tout. C'est vraiment plein de sujets. Plein. Qu'est-ce que vous avez préféré faire? J'ai beaucoup aimé être à côté du QG de la police. C'était vraiment bien. Et sinon, le dernier projet, les cartes, c'était super. C'était passionnant. Ah ouais. D'abord, on avait une équipe très très bonne. Et vraiment, quelqu'un appelle le 100 et tout de suite, c'est sur la carte, quoi. On voit qui a appelé, où il a appelé, et où est la naïdette, où est le fourgon, et où est ci, et où est ça. C'est un super intéressant. Un travail passionnant. Bon, ok. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir accueillis. Alors, maintenant que vous êtes à la retraite, et depuis 7 ans, qu'est-ce que vous faites? J'écris. Vous écrivez des livres? Ouais, j'écris des livres. C'est une passion que vous avez toujours eue? Pas du tout. D'accord. Si vous saviez combien j'avais en dictée en France, genre 0 voilà, ou 4. Dites-le nous, vous nous donnez de l'espoir, c'est magnifique. À tous les étudiants, ne vous inquiétez pas, si vous êtes nul en orthographe, regardez l'exemple de Redva, il y a de l'espoir, elle est aujourd'hui auteure et elle ne savait pas écrire français correctement. C'est en première qu'il y a le bac français. Alors je me suis dit peut-être que je devrais commencer à lire des livres. Ça a commencé comme ça? Ouais. Quoi, il y a de l'espoir. Toujours de l'espoir. Ah oui, il y a de l'espoir. Donc vous écrivez des livres, vous passez votre temps à ça, vous les vendez? Je crois qu'ils sont on peut les trouver chez Stimansky. Ouais. Voilà. Alors j'ai un livre sur, puisque c'est la veille de Yom HaShoah et que le thème cette année c'est la Grèce. Et que mes 2 parents viennent de Salonique, alors donc j'ai écrit un livre sur Salonique, sur les gens qui sont pas arrivés à Auschwitz, mais à Bergen-Belsen. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ça fera l'objet sûrement d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé. Voilà, où il y a d'autres livres. Il y a un livre aussi sur J.P. Bader, le fameux éducateur très connu de la communauté francophone, qui était un père de substitution, on va dire, pour vous. Ouais. Voilà, vous lui avez consacré un livre à lui et à sa femme, qu'on trouve aussi en vente sur Internet. Sur Internet, oui. Voilà. JP et Paulette, c'est le nom de ce livre. Voilà, merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.